Merci beaucoup, Massaye et Jean-François. C'est un plaisir d'être là. Ça va être une initiation sur les marches aléatoires sur les groupes. Je pense que le programme il est un peu trop optimiste. Donc, voilà, n'hésitez pas à m'interrompre. Ça va être plus... J'ai prévu un truc plus cool. Voilà. Vous me dites s'il faut que j'accélère ou que je ralentisse. Ça va être plutôt le feeling, ça va être plus discret avant de... Voilà, donc ce qu'on a vu aujourd'hui, voilà, l'idée en tête, c'est après de faire des produits des matrices aléatoires ou de faire de la dynamique homogène. Voilà, faire des marches aléatoires sur l'espace hyperbolique, comme on a vu, ou les groupes fondamentaux des surfaces. Mais avant de faire ça, on ne va pas y arriver, je pense que ça va être à la fin. Je vais commencer par les bases, plutôt. Donc, les références, j'ai choisi 2 livres, et je remercie Guillaume qui va faire le TD pour le livre de Lallet, un nouveau livre en 2023. Random Walks on Groups. Il est tout neuf, il est bien. Je pense qu'il y a quelques petites erreurs, mais il est très bien organisé et je vais plutôt le suivre, en fait. Et un livre plutôt classique de Vos, que je vais suivre un petit peu pour le début surtout, parce que le début il est plus on graphs and groups. Et je vais faire de mon mieux de mettre des notes en ligne. Elles ne sont pas prêtes, mais je vais faire de mon mieux. Donc, je commence vraiment par le plus classique, le problème de récurrence et transience de marches aléatoires, qui ont initié un peu le sujet. Récurrence et transience. Suite aux travaux de Polya, les unes de Polya, voilà, après les démarches aléatoires de Polya pour le même nom. Donc, en termes de livres, dans le livre 1, c'est les chapitres 1 et 7. Dans le livre 2, c'est le chapitre 1. C'est un peu un mix entre les deux. Voilà. Donc, l'histoire commence avec Polya. Donc, c'est un O comme ça. Qui vous dit que si vous faites une marche aléatoire sur ZD, alors il y a un va-et-vient entre ce qui se passe d'un point de vue probabiliste et la géométrie, entre guillemets, qui est dictée juste ici par la dimension. Donc, plus précisément, si vous avez x1 plus xn avec des xi, une suite iid, de loi donc iid sur zd, donc d est un entier fixé, de loi 1 sur 2d, la somme des plus ou moins EI. Bon, on va revenir là. Alors, votre marche va revenir presque sûrement. Votre marche va revenir à l'origine, infiniment souvent. Seulement en basse dimension. Donc ça, c'est le théorème célèbre de Polya, et nous allons, voilà, le but de ce chapitre, c'est de le généraliser. Donc, qu'est-ce qui se passe géométriquement? On est dans Z2. Ça veut dire, EI, c'est la base canonique. On part de l'origine. À chaque fois, on marche au plus proche voisin. Donc, je suis en 0. Je choisis un des 4 générateurs avec probabilité 1/4.
Donc ça, c'est un X1. Donc là, je fais une réalisation. Réalisation, c'est comme si c'était une expérience. Après, on va formaliser. Donc ça, c'est X1. Donc là, X1, c'est qui, X1? Dans ce cas, comme c'est E1. Okay. X2, c'est qui, par exemple? E2. Donc ça, et X1 plus X2, c'est enfin ça. Et je me balade. À chaque fois, je choisis soit ça, soit ça, soit ça. Oui. Et la question, est-ce que je vais, pour presque toute expérience, est-ce que je vais revenir à ma position initiale ou bien est-ce que je vais... Voilà. Et enfin, il y a une géométrie entre guillemets, ce qui te dit que plus vous augmentez la dimension, plus vous avez de chances d'aller dans beaucoup de directions. Donc, c'est plus rare de revenir à votre position initiale. Okay? Et une façon de généraliser ça, donc, qui est le but du chapitre, c'est soit de faire des marches comme ça, au plus proche voisin sur des graphes. Donc là, il n'y a pas de groupe. Soit de mélanger les deux points de vue en disant, là, il y a une structure de groupe. Et voilà. OK? Donc... Donc, quels sont les groupes qui vont nous intéresser dans ce chapitre? Donc là, j'organise mal mon... Voilà, je vais être comme ça. Donc, je fixe les terminologies. Donc, dans ce chapitre, G sera un groupe de type fini, noté multiplicativement. Quand je vais parler de marche aléatoire, si on n'a pas un point de vue probabiliste, je peux noter oméga, G à la puissance n, ça, qui va être l'espace probabilisé. P, ça va être, donc, pardon, il fallait que je fixe une mesure de proba sur G. P, c'est le produit tensoriel n fois. Les variables aléatoires, les incréments, dorénavant, je ne vais pas noter grand X, je vais noter petit g pour me rappeler que je suis dans un groupe. Donc, les GI, c'est les applications projection, IM projection. Et, oui. Pardon? C'est la masse de Dirac en EI. C'est la masse canonique. Désolé, je n'avais pas... Oui. Voilà. Et on note Zn de oméga. Donc, c'est quoi? Je définis ma marche aléatoire partant. Donc, la marche aléatoire sur G associée à mu et ce qu'on appelle le processus Z0x dont j'ai fixé et Zn, c'est, je vais partir comme ça, x voilà, de oméga. Zn de oméga, c'est x G1 de oméga. Dans l'exemple précédent, c'est mu, c'est ça mu. Dans l'exemple précédent, les incréments, les GI, c'était ça. Ça, c'était mu dans les exemples précédents. Donc, maintenant, ce qui est intéressant, quand le groupe est de type fini, qu'est-ce qui se passe d'exemple typique? Puisque G est de type fini, si je prends S, une partie génératrice finie, vous pouvez choisir, par exemple, la probabilité uniforme. Donc, c'est ce que je vais appeler la marche aléatoire simple associée
la marche aléatoire simple sur le groupe associé à cette partie génératrice. On parle de marche aléatoire simple. Et puisque le groupe est de type fini, c'est une façon en fait de visiter votre groupe, parce que je sais que tout élément du groupe s'écrit comme un produit fini d'éléments de S, par définition Donc là, c'est une façon d'aller, de visiter vos éléments dans le groupe. Parce que là, je suis en train de multiplier G1, G2, Gn, et c'est qui G1, G2, Gn? Ils sont des éléments de la partie génératrice choisis aléatoirement. Toujours dans cet exemple typique, là, ça se visualise. Donc, quand ma mesure, qui est la loi des incréments, vit dans une partie génératrice, dans ce cas, tout ça, ça se visualise vraiment comme ZD dans le graphe de Cayley de G. Dans ce cas, Zn n'est autre, donc la marche aléatoire n'est autre que la marche standard, que la marche au plus proche voisin, dans le graphe de Cayley de G associé à cette partie génératrice S. Donc, on a un objet géométrique associé au groupe, et là, je fais une marche aléatoire comme ZD. OK. Donc, par exemple, là, on a vu ZD, et par exemple, on va voir le groupe libre, par exemple. Donc, une autre façon de voir, si je fais le groupe libre à deux générateurs, et je choisis comme partie génératrice AB, A-1, B-1, et mu la proba uniforme sur S, c'est quoi le graphe de Cayley? Dans ce cas, c'est un arbre, 4 réguliers. Ça, c'est le graphe de Cayley, c'est un arbre, 4 réguliers, et je fais une marche aléatoire standard là. Donc, on a vu le monde abélien avec ZD. Un autre monde, c'est les marches aléatoires sur... Donc, une marche aléatoire sur un arbre 4 régulier au plus proche voisin n'est autre qu'une marche aléatoire sur le groupe associée à une certaine mesure. Mais je peux choisir d'autres parties génératrices. Dans ce cas, je change le graphe. Donc, je change ma marche. OK, voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le cadre, ce qu'on est en tête? Donc, à votre avis, là, la marche aléatoire, est-ce qu'elle va revenir à son point de départ ou elle va partir? Voilà, ça, elle va partir vers le bord, etc., etc. Donc, ça sera dans le chapitre 3. Presque sûrement, la marche aléatoire va converger, disons, presque sûrement vers un truc dans le bord. Mais là, on veut des propriétés de récurrence-transience. Là, on va dire qu'elle est transiente. Donc, définition, on dit que, donc, que je sois clair, on va noter taux, le premier instant de visite à l'origine. Donc, si on n'est pas à l'aise avec toujours, si on n'a pas la vision probabiliste, c'est tout juste une application de oméga dans n étoiles, qui, pour chaque suite infinie des incréments, vous donne le premier temps où le produit vaut 0. Okay? Et je dis que ma marche aléatoire est récurrente si et seulement si je vais éventuellement, partant de l'origine, je vais éventuellement revenir à ma position initiale. Voilà. Récurrente, je dois l'écrire bien. Ça, c'est une définition. Oui. Est-ce qu'on peut parler de transition? Donc, par définition, transiente, c'est l'opposé. Donc, je dis qu'elle est transiente. Si et seulement si, par définition, si elle est non récurrente. Et ça veut dire quoi? La négation de ça, c'est la probabilité.
c'est pas 1, donc c'est plus petit que 1. Voilà, pas 0. Voilà. Ça ne veut pas dire que la négation de proba égale 1, ce n'est pas proba égale 0. Donc c'est la proba strictement plus petit que 1. Si vous voulez, on va dire comme ça. La proba que ça soit plus l'infini est positif. C'est-à-dire, il y a des chemins possibles infinis dans votre graphe pour lesquels je ne reviens jamais. Voilà. Mais ce n'est pas un 0 ou 1. Et c'est logique, ça ne peut pas être 0 parce que des fois je reviens. Enfin, voilà, je vais revenir. Et là, on a quand même besoin de mettre une égalité stricte pour 1. Il ne peut pas être égal à 1. Compris strictement entre 1 et 0. Non, parce que, enfin, théoriquement, ça peut. C'est-à-dire que ce n'est pas égal à 0, mais ce n'est pas égal à 1. Ça, c'est égal plus l'infini. Ok, d'accord. J'ai fait le complémentaire, juste pour que ça soit plus clair en termes de ce qui se passe en termes de marche aléatoire. Okay. Voilà. Donc, le but, c'est de classifier dans ce chapitre les marches qui sont récurrentes et transientes. Voilà. Là, je passe sous le tapis beaucoup de choses qui vont être plus claires après quand je parle récurrente, transiente. Là, c'est vraiment la proba de retour vraiment en l'identité. Et typiquement, pour toutes les applications après géométrie, que ce soit dynamique, homogène, je ne reviens jamais en... Je ne reviens jamais exactement. Donc là, c'est plutôt... je regarde une topologie discrète. Bon, ça va être plus clair après, mais juste imaginez que je fais une marche aléatoire sur R, engendrée... Donc, je fais une marche aléatoire... racine de 2 et, je ne sais pas, moins racine de 3. Donc, avec probabilité 1,5, je fais racine de 2 et je fais moins racine de 3. Moins racine de 2, voilà. Des fois racine de 2, des fois moins racine de 2. OK? Donc, c'est symétrique, etc. Ben là, qu'est-ce qui se passe? Donc, je suis dans R, mais je fais à chaque fois, je suis dans un groupe de type fini, etc., etc. Bon, la proba de retour en l'origine exactement, enfin, je ne vais pas revenir à l'origine peut-être exactement, mais dans la tête, puisque c'est racine de 2 moins racine de 2 et non biaisé, je vais quand même rester dans des compacts. Donc, ce que je veux dire, là, il y a une différence entre faire, si je travaille déjà dans un groupe ambiant et ma marche aléatoire et de type fini, il faut bien faire une distinction. Donc là, plutôt, on parle de récurrence topologique. C'est la bonne notion. Donc je vous dis, c'est la notion de récurrence et transiente dépend du contexte dans lequel est choisi. Là, vraiment, je veux revenir à l'identité. En général, c'est pas la bonne, selon les contextes, ce n'est pas la bonne notion. Bon. Alors, le théorème donc, les hypothèses, là, il n'y a pas vraiment beaucoup d'hypothèses. Je vais dire, j'ai même pas de type fini. On va dire, bon, je vais le prendre de type fini. Mais pas besoin que mu soit supporté sur une partie génératrice finie. Alors, donc, mu proba sur G. Alors, les propriétés suivantes sont équivalentes. La marche est récurrente, donc je reviens à l'origine, à l'identité au moins une fois, si et seulement si je reviens une infinité de fois. Donc, presque sûrement, le nombre de visites est plus l'infini partant de Z0 égale E. Donc ça, c'est le nombre de visites. Donc récurrence, c'est-à-dire je reviens au moins une fois, mais toujours. En fait, si je reviens toujours, je dois revenir une infinité de fois. Troisièmement, ça va être 4 équivalences, avec proba strictement positif, le nombre de retours est infini.
Et vraiment, je dirais, Polya, c'est le 4. La somme des probabilités de retour à l'origine est plus l'infini. Donc, c'est vraiment ce critère de récurrence. Alors, oublions la subtilité en 2 et 3. Donc, 2 et 3, c'est des propriétés sur le processus lui-même. Presque sûrement, c'est-à-dire pour presque toute trajectoire, qu'est-ce qui se passe? Tandis que le 4, c'est autre chose. Le 4, donc pour chaque n, pour chaque temps n, je calcule des probabilités. C'est donc là, pour le calcul des probabilités, il faut sommer sur toutes les réalisations possibles. Donc ça, c'est plus analytique. Ça, c'est un critère analytique. Donc, pour chaque n, je calcule les probas de revenir en l'origine. C'est un calcul, c'est un combinatoire, on va dire. C'est un calcul combinatoire. Je vois qu'est-ce qui se passe au temps n et je fais la série. Si la série est plus l'infini, c'est récurrente. Donc, c'est vraiment une autre façon de réfléchir qui est bien sûr un Fubini. Ça, c'est l'espérance du nombre de retours. Parce que la proba, c'est espérance de l'indicatrice. Donc là, par Fubini-Tonelli, ça, c'est ça. Mais les points de vue sont différents, et ça, c'est plutôt analytique. Okay? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la fonction de Green. On va y revenir, c'est la fonction de Green en E. Voilà. Quelle est la subtilité en 2 et 3? Je l'utilise quand c'est transient. Qu'est-ce qui se passe quand c'est transient? Le nombre de retours en l'origine, il est fini, presque sûrement. Ce n'était pas clair par le 2, parce que la négation de proba égale 1, ce n'est pas proba égale 0. Mais là, je dis que c'est le cas. Pour le nombre de retours. Donc quand c'est transient, le nombre de retours en l'origine, il est fini pour toute expérience. Et ça, c'est à cause du 3, pas à cause du 2. Voilà. Donc, est-ce qu'on l'applique ou on fait la preuve? Bon, je vais l'appliquer parce que ça va aussi motiver des résultats ultérieurs. Donc, faisons le Polya de 1920. Application. Donc, je commence par ZD. Marche simple sur ZD. Donc, quand je dis simple, c'est-à-dire G1, Gn, avec les GI, c'est plus ou moins E1. C'est les bases canoniques avec proba 1 sur 2D. OK. Donc, on va traiter le cas D égale 1. D'abord, la marche sur Z. Pour la marche sur Z, donc c'est plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1. On va calculer, voilà ça, le critère analytique, entre guillemets. Donc, je fixe N. Quelle est la proba? Donc, les GI, dans ce cas, c'est quoi? Je rappelle, les GI, c'est plus ou moins 1. Okay? Donc, c'est quoi la proba que Zn égale à 0? Donc, ça, c'est la proba que G1 plus Gn égale à 0. C'est 1 moins 1, 1 moins 1. Je ne peux pas revenir en temps impair. Okay? Donc, là, je ne peux pas revenir parce que 1, 1, moins. Donc, quand c'est impair, c'est 0. Calculons qu'est-ce qui se passe au temps pair. Je veux une somme de plus ou moins 1, qu'elle soit égale à 0. Donc, il faut autant de 1 que de moins 1.
Donc là, je fais combinatoire du L1, K favorable sur K total. Donc si vous voulez, je fais oméga, l'espace canonique devant mes yeux. Les K total, c'est combien de K totaux j'ai au temps n. J'ai deux possibilités pour G1, deux possibilités pour G2. Donc c'est 2 à la puissance de n. Et là, je dois choisir n1 et n-1. Donc c'est combinaison de n parmi 2n. Et là, maintenant, c'est un calcul. Donc un exercice en faisant Stirling. Voilà, parce qu'il faut calculer. Donc là, c'est un calcul à faire avec la formule de Stirling. Ça va être une constante indépendante de n sur racine de n. Donc c'est un exercice à faire. Et donc la série, elle est divergente. Et donc notre marche, elle est récurrente. Bon, ce qui m'intéresse, autre que vraiment le théorème, c'est le cas de la dimension supérieure d'une façon un peu autre que combinatoire. Donc, série égale plus l'infini. Donc, par le théorème de Polya, elle est récurrente. Voilà. Traitons le cas d plus grand ou égal que 2. En fait, il faut faire soit une approche combinatoire, vraiment, faire un calcul, mais je vais faire une approche un peu plus astucieuse, dans le sens où, comment je veux me ramener au cas d égale 1, comment je me ramène au cas d égale 1. Oui, il faut développer, faire des équivalents, tout ça. Bon, il faut le faire. Enfin, oui, c'est important de le faire pour la première. Enfin, oui. Donc maintenant, je suis, disons, sur Z2. Ma marche, on a dit, je passe à chaque fois soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Qu'est-ce qui n'est pas sympa avec ça? Comment je me ramène à Z? Je projette. Donc j'ai deux applications, les projections. Donc j'ai ma marche aléatoire là, j'ai envie de la projeter là et de la projeter là. Okay? Et la projection, c'est un morphisme de groupe, donc la somme va rester une somme, donc j'aurai aussi des marches aléatoires là. Donc la projection des marches aléatoires, ça va rester des marches aléatoires sur Z et sur Z. Sauf qu'elles ne sont pas indépendantes. Juste regarder au temps 1, quelles sont les possibilités. Ce sont ces 4 points. Juste au temps 1, la marche aléatoire au temps 1. Donc la probabilité que la première coordonnée soit 1 est positive, la deuxième coordonnée soit 1 est positive, mais en même temps soit 1, c'est nul. Ça, c'est le premier exemple de couple de variables en liste, voilà, qui ne sont pas indépendantes. Et ça ne va pas être... C'est-à-dire, P de Z de Z plus 1, c'est égal à 0. C'est ça, merci. Désolé. Donc, je répète, l'idée, c'est de regarder les projections, sauf que ces projections, et chacune, ZNI, pour chaque I fixé, ZNI est une marche aléatoire sur Z. OK, et moi, je veux calculer la proba que, on va dire, Z2N égale 0. 0 de ZD, donc c'est la proba que, pour tout I, ça veut dire si je n'ai pas envie de faire de combinatoire, la première chose à faire, c'est de revenir à... Si je n'ai pas envie de faire des comptages sur ZD, la première chose à faire, c'est de revenir à Z. Okay? Si je reviens en l'origine de ZD, je reviens en l'origine dans chaque projection. Sauf que ça, c'est pas... Enfin, juste les projections ne sont pas indépendantes. Donc, je ne simplifie pas ma tâche. Je ne peux pas écrire ça comme un produit, par manque d'indépendance. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer ma marche aléatoire. Je vais considérer une autre marche aléatoire. Changeons le point de vue.
Et considérons une autre marche aléatoire, pas celle qui m'intéresse. Et après, je dois faire le lien. Changeons le point de vue et considérons une marche aléatoire où les incréments sont indépendants. Perpendiculaire, pour moi, c'est indépendant. Je veux une marche aléatoire sur ZD telle que les projections soient des marches aléatoires indépendantes l'une de l'autre. Pour que je puisse utiliser mon critère D égale 1. Est-ce que je peux écrire ça comme une marche aléatoire sur le groupe ZD? C'est-à-dire, est-ce que je peux trouver une partie génératrice ou une partie finie S telle que Zn s'écrit comme G1 plus G2 plus Gn? Donc, on est d'accord que les incréments ne sont pas les bases canoniques, parce qu'on a dit que ce n'est pas indépendant. Donc, quelle est la partie? Est-ce qu'il y a une partie mu? C'est qui mu? C'est qui? Est-ce que je peux écrire Zn comme une marche aléatoire sur un groupe? Comment je peux réaliser ça? Donc, soit S, je fais tous les 1. Donc, S, c'est l'ensemble des 1 moins 1 possibles. Donc, ça, c'est ma partie finie qui contient 2 à la puissance D éléments. Donc, c'était quoi le problème pour que ça ne soit pas indépendant? Oui, donc c'est ça, exactement. Donc là, voilà. Là, je suis en train de réaliser le produit tensoriel. Exactement. C'est exactement le produit tensoriel. Excusez-moi, là, vous êtes différent des produits des probabilités. J'ai envie de revenir, pour faire mon calcul, j'ai envie de revenir au cas unidimensionnel. Je ne peux pas. Je change le point de vue et je fais une marche aléatoire auxiliaire. Et voilà, ma question, est-ce que je peux le voir ça comme une marche aléatoire sur le groupe, effectivement, avec le produit tensoriel, ou explicitement, concrètement, c'est quoi ma partie en Z2, c'est quoi les incréments? Partant de l'origine, quelles sont les possibilités? Soit je pars comme ça, soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. C'est ça S dans ce cas. Pour D égale 2, ma partie génératrice, c'est 1, 1, pas 1, 0, 1, moins 1, moins 1, 1, moins 1, moins 1. Les GI sont ça, et puis je fais des sommes. C'est une autre marche aléatoire. Donc, le premier pas, je suis là, puis après, je suis, disons, là, etc. Bon. Cette marche aléatoire, déjà, elle est différente de l'autre, et même plus, elle n'est pas ce qu'on appelle adaptée, elle ne visite pas tout Z2. Donc, je ne peux jamais visiter E1. Donc, c'est un autre réseau. Donc, il y a quelque chose à faire. Donc, déjà, pour ça, par indépendance, est-ce qu'on est d'accord que la probabilité que Z2n plus Z2n égale 0, dans ce cas, ça va être le produit et ça va être équivalent à constante sur racine de n à la puissance d, qui est c dn d sur 2. Et donc, la série est finie, bah, si et seulement si d sur 1 ou 2. Donc, j'ai montré que la récurrence se passe juste en basse dimension, mais pas pour la marche initiale. Je n'ai pas terminé mon argument. Donc, j'ai montré qu'il y a une autre marche aléatoire plus facile à utiliser pour laquelle il y a récurrence. Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant?
Mon but là vraiment, c'est de lier, c'est de dire qu'il y a un truc plus, enfin, il y a un lien entre la géométrie et la probabilité. Mon but c'est de vous dire que vous avez ce critère de récurrence, c'est un truc qui est intrinsèque au groupe. Dans quel sens? Donc, pour revenir à la marche initiale, il y a un théorème que je vais admettre maintenant et dont la preuve, je compte la faire. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, cette marche vit dans le sous-groupe engendré par les plus ou moins et qui n'est pas ZD, mais qui est, disons, dans D égale 2, qu'est-ce que vous pouvez dire sur où vit ma marche aléatoire par rapport à ZD? Il suffit juste de le translater pour couvrir tout ZD. Donc ça vit dans un sous-groupe d'indices finis qui est d'indices finis. Donc ça, c'est pour D égale 2, pour D quelconque, il faut un peu de travail, mais c'est pas... qui est d'indices finis dans ZD. Donc pour D égale 2, où peut vivre ma marche aléatoire, c'est un sous-réseau. Mais si je le translate, donc, pour D égale 2, Z2, c'est H union E1 plus H. Voilà. Et maintenant, il y a un théorème, et on conclut par le théorème suivant qu'on va démontrer après, qui est le deuxième but du chapitre. Un théorème que je vais appeler de rigidité, comme dans le livre. Vous prenez G de type fini, S fini et symétrique. Donc ça, c'est important. Symétrique, c'est-à-dire la probabilité, les incréments peuvent... bon, ça dit ça, pardon, je n'arrive pas à l'exprimer. La probabilité de taper un élément, c'est la probabilité de taper son inverse. En particulier, la partie génératrice doit être symétrique. Alors, déjà, s'il existe, donc, je vais l'énoncer comme ça. J'ai deux types finis. Je prends deux probas sur G, tels que leur support sont finis symétriques. Alors, la récurrence de la marche aléatoire associée à l'une est la même que la récurrence associée à l'autre. Alors, mu est récurrente, la marche aléatoire associée à mu est récurrente, si et seulement si la marche aléatoire associée à nu est récurrente. Symétrie, fini, symétrique et engendre G. Et engendre G, merci. Et engendre G. C'est fort. Dans quel sens? Ça n'implique pas ce que je veux parce que ça n'engendre pas effectivement G dans mon exemple. Donc, donc déjà,
même avec une seule partie génératrice. Mais ce que je suis en train de dire, c'est si vous changez les poids, déjà, le critère de récurrence transition, ça ne change pas. Okay, donc dans Z2, vous pouvez choisir d'aller E1 avec probabilité 1 quart, moins E1 avec probabilité 1 quart, E2 avec plus grande de proba et moins E2 avec moins de proba, ça reste symétrique. Bon, le graphe de Cayley est le même. Bon, ce n'est pas choquant. Mais je dis récurrence de l'un égale récurrence de l'autre. Mais je dis même si vous changez de partie génératrice, donc vous changez le graphe de Cayley. Donc géométriquement, c'est une autre marche aléatoire. Récurrence de l'un et récurrence de l'autre. Donc c'est une propriété du groupe. Bon. Et idem, du même type, si vous avez un sous-groupe H d'indice fini, alors récurrence de G ne change pas pour récurrence de H. Alors, marche symétrique engendre GH récurrente, si et seulement si marche aléatoire engendre G récurrente. Donc, et on parle alors de groupe récurrent. On parle de groupe récurrent. C'est une propriété du groupe et pas de la mesure de proba que vous choisissez. Excusez-moi. Oui. En hypothèse, chacun des supports est symétrique, ils sont symétriques entre eux deux. Chacun d'entre eux. Chacun. Et donc, avec ce théorème, je conclus Polya pour ZD. Parce que la marche où c'était indépendant, c'était d'indice 2, disons, dans Z2. Et voilà. Or, elle était récurrente, donc l'autre était récurrente. Et pour Z3, c'est la même chose. Okay. Donc, juste pour vous dire que ça cache des choses fortes aussi. Je ne vais pas faire la marche aléatoire sur l'arbre, on laisse ça en TD, mais voilà. Maintenant, juste quelques remarques, parce que c'est aussi un peu contemporain, un peu à la mode, les questions d'enlever tout ce qui est partie finie ou non. Donc, bon, peut-être je vais parler après de questions de moment. Bon, je laisse comme ça partie finie. Mais il faut avoir aussi en tête que je peux faire des marches aléatoires où le nombre de possibilités à chaque fois n'est pas fini. Même si je suis dans un groupe de type fini. Voilà. Donc, c'est ça le programme pour aujourd'hui. Donc, on commence par Polya, puis par rigidité. Donc, Polya, c'est-à-dire je fixe une mesure, c'est plus proba. Polya, c'est vraiment donc, preuve de Polya, preuve du théorème de Polya. Donc, je rappelle que j'ai mon groupe de type fini, j'ai ma marche aléatoire, pas besoin de symétrique ici. Pas besoin de symétrique. Et je rappelle que donc c'était quoi les propriétés 1, c'était la même chose que la proba du premier retour en l'origine soit égale à 1. 2, c'était que presque sûrement le nombre de retours est infini, donc laquelle implique, je fais les implications faciles. Donc, laquelle implique clairement, quelle est l'implication simple? Tau, c'est le premier retour en E. Donc, laquelle implique? Si je retourne une infinité de fois, je retourne au moins une fois. 3, c'était que je retourne avec probabilité positive, donc bien sûr,
ça implique ça. Et 4, qui vous dit que l'espérance du nombre de retours est plus l'infini. Donc laquelle implique, donc ça c'était aussi la somme des probabilités de retour en l'origine. Donc laquelle implique voilà, 2 implique 4 parce que si l'espérance la contraposée, si l'espérance du variable aléatoire est finie, alors la variable aléatoire est finie presque sûrement. Donc c'est pardon, c'est 2 implique 4. Voilà. Bon, et maintenant on va montrer les autres équivalences. Mais en fait, on va les montrer presque d'un seul coup à l'aide de quelques calculs importants. Donc maintenant, pour les implications qui restent, pour être rigoureux, je note n, la variable aléatoire qui est le nombre de retours en l'origine. Il y a une question sur... Oui, il y a un modèle qui est d'indice fini. Dans l'exemple précédent, Oui. La question, c'est dans l'application ou dans le... Oui, et pourquoi il est d'indice fini? C'est ça la question ou... Voilà, vous avez pris comme hypothèse d'indice fini. Non, il est un fait, remarque, il est d'indice fini. Pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi? Pour d égale 2, c'est clair ou non? Non. Alors pour d égale 2, donc je reviens en arrière. H pour d égale 2, c'est le sous-groupe engendré par la partie 1, 1, 1, moins 1, moins 1, 1, 1, et moins 1, moins 1. Donc, en fait, si tu veux, ça, c'est l'ensemble des epsilon 1, epsilon 2 dont la somme est paire. En fait, c'est ça qu'il faut montrer. Et donc, si j'envoie un homomorphisme de groupe qui, dans Z sur 2Z, si tu veux, qui a epsilon 1, epsilon 2 dans Z2, associe epsilon 1 plus epsilon 2 mod 2, son noyau, c'est H. Bon, voilà. Ou bien, je translate par... Enfin, qu'est-ce qui manque? Il manque la base canonique. Ben, celle-là, ce E1, il n'est pas là, mais sa classe, avec H, ça fait tout. Donc le translaté de H par E1, ça comble aussi E2, en fait. Parce que E1 moins E2, c'est ça. E1 moins E2, c'est ça. Et en général, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut faire les sommes. En fait, toujours, ça va contenir H, va contenir toujours les 2 EI. Et donc, ça va contenir tous les vecteurs de coordonnées paires. Et donc, je suis dans un groupe tel que 2x appartient à H. X au carré appartient à H. Donc, G sur H, c'est un groupe abélien, parce que G, c'est ZD, de type fini, parce que G, c'est de type fini, et de torsion. Donc, il est fini. Voilà, par exemple. Donc, H est toujours à la propriété que, quel que soit X dans ZD, 2X appartient à H. Donc, G sur H, qui est un groupe parce que G est abélien, et de torsion de type fini. Donc, il est fini par le théorème de structure des groupes abéliens. Voilà. Bon.
Bon, ça c'est... Donc maintenant, pour la preuve, je note n le nombre de retours en l'origine. Alors, qu'est-ce qu'on va montrer? Claim. Déjà, la proba que n c'est plus l'infini, c'est-à-dire que le nombre de retours c'est fini, c'est 1 sur 1 moins la probabilité que taux est fini, avec la convention 1 sur 0 c'est plus l'infini. Donc ça, je vais le noter 1. Et 2, l'espérance partant de E de n. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Ça, c'est la limite lorsque n tend vers l'infini. Voilà. Et ça, c'est 1 sur 1 moins. Donc, on va montrer ces deux égalités. La proba que le nombre de retours soit plus l'infini, c'est la limite que la proba du premier retour finit à la puissance n. Et espérance de n, c'est 1 sur 1 moins la probabilité. Donc, c'est des calculs classiques. Et pourquoi ça implique ce qu'on veut? Donc, je rappelle récurrent, ça veut dire quoi? La proba du premier retour est 1. Okay? Donc, voyons le 2. Si la proba est 1, que vaut l'espérance? Plus l'infini. Or, que vaut l'espérance du nombre de retours? C'est la fonction de Green. Voilà, c'est la somme de la probabilité. Okay? Et réciproquement, si ça c'est plus l'infini, la probabilité. Voilà. Donc, 2 donne directement l'équivalence 1 et 4. Et 1, ça vous donne directement une loi du 0,1. Donc, déjà, si la proba de retour est 1, donc le nombre de retours est infini presque sûrement, et réciproquement. Donc ça, le 1, ça vous donne directement les équivalences manquantes. Voilà. Parce que si la proba de retour est strictement plus petit que 1, la limite vaut 0. Voilà. Donc, montrons ces petits calculs classiques. Donc, mon but, c'est de vous dire que, puisque c'est le début de la théorie, en fait, le seul outil qu'on va utiliser, c'est la propriété de Markov forte. Donc, c'est pour cela que je fais, parce que ça commence comme ça. C'est des probas après tout, et il y aura des temps d'arrêt faciles, mais c'est comme ça. Il y a quelque chose qui m'a échappé. Vous avez parlé de loi de 0,1 quelque part. Oui. En fait, cette équivalence, c'est une loi de 0,1. Dans quel sens? Donc, déjà, est-ce qu'on est d'accord que le membre de droite est soit 0, soit 1? Parce que ça, c'est une proba. Donc, si ce nombre est strictement plus petit que 1, la limite vaut 0. Et si c'est 1, c'est 1. Donc, cette probabilité, c'est soit 0, soit 1. C'est-à-dire, soit toujours je vais revenir une infinité de fois, soit jamais je vais revenir une infinité de fois, c'est-à-dire toujours je reviens un nombre fini de fois. Et ça, c'est transiente. Soit toujours je reviens une infinité de fois, soit toujours je reviens un nombre fini de fois. OK. Donc, montrons. Pour montrer, on va définir une suite de temps d'arrêt successifs. Donc, pour tout n, on note taux n, le premier instant après
taux n-1, donc c'est une suite de variables aléatoires définies de façon récursive, telle que zt égale à l'origine avec la convention z0 égale e. Donc c'est les temps de retour successifs. Attention, c'est des variables aléatoires qui peuvent être plus l'infini. Peut-être jamais je reviens. Donc c'est des variables aléatoires à valeur dans n union plus l'infini. Et qui est taux 1? Taux 1, c'est taux. C'est voilà. Et quand on dit ce sont des temps d'arrêt, donc les taux n sont des temps d'arrêt c'est-à-dire que taux n soit égal à quelque chose, je peux le lire juste sur ce qui se passe sur ma marche aléatoire avant le temps n. Ça appartient à la sigma algèbre, à la tribu engendrée par les n premières coordonnées. Donc les temps d'arrêt, c'est des temps, mais aléatoires. Il faut les réfléchir comme ça. Et maintenant, donc, on va montrer. Donc déjà, on va montrer le 1. C'est quoi l'événement n est plus l'infini? C'est le nombre de roues plus l'infini. C'est-à-dire, je reviens. Tous les taux n sont finis. Donc je reviens infiniment souvent, si et seulement si je peux définir vraiment ces temps d'arrêt. Que ce soit des réels. Et bien sûr, si je reviens au temps 5, j'étais déjà revenu au temps 4. Donc c'est une décroissance. Puisque je suis en mesure finie, donc je travaille avec des probas par continuité, c'est la limite des probas que taux n soit fini. Continuité monotone. Parce que c'est des mesures de proba. Donc maintenant, on va calculer ça en fonction juste du premier temps. C'est parce que c'était ça, taux c'est taux 1. Et bien alors, maintenant on va calculer. Soit n. C'est quoi la probabilité que taux n soit fini? Déjà, c'est la même chose que j'étais fini. J'étais déjà revenu au moins n-1. Donc taux n fini, c'est-à-dire que je suis revenu au moins n fois à l'origine. Donc si je suis revenu au moins n fois, je suis revenu au moins n-1 fois. Bon. Donc pour être rigoureux, je vais utiliser les espérances conditionnelles. Donc je ne peux pas conditionner par un truc qui est de proba nul. Maintenant, j'utilise les probas conditionnels. C'est la proba que je suis revenu au moins n-1 fois par la proba que je reviens n fois, au moins n fois à l'origine, sachant que je suis revenu au moins n-1 fois. Et maintenant, je vais calculer cette proba. OK. Ce que j'ai oublié, il fallait de le dire, je m'excuse, c'est que ma marche aléatoire, c'est une chaîne de Markov. C'est-à-dire, or, oublions les temps d'arrêt, faisons là des vrais temps. C'est quoi ma marche aléatoire au temps n plus n en fonction de ce qui se passe avant? C'est G1, Gn plus 1. Donc c'est Zn par Gn plus 1.
Donc, pour savoir où est ma marche aléatoire au temps suivant, il suffit de connaître ce qui se passe avant. Et les Gn, ce sont quoi? Les incréments. Ce sont les plus ou moins EI, etc. Donc, la proba que Zn plus 1 égale à quelque chose dans le groupe, sachant tout le passé, sachant que Zn égale x et Zn moins 1 égale x1, z0 égale xn moins 1, ça dépend juste de qui? De n. Et c'est quoi cette proba? Bon, Zn plus 1, c'est Zn par Gn plus 1, ça sent Zn égale à x, donc ça c'est égal y. Ça c'est x. Donc c'est juste la proba qu'au temps n plus 1, je sois, parce que les Gn plus 1 sont indépendants de Zn. Et ça, ils sont indépendantes. Donc ça, c'est mu de x moins 1, y. D'un point de vue pédagogique, j'ai fait une erreur. Et voilà, il fallait faire ça avant. Bon. Mais ça, c'est clair si vous réfléchissez au graphe de Cayley. Vous vous déplacez pour savoir ce qui se passe après. Ben, vous oubliez tout ce que vous avez fait avant. Vous regardez où vous êtes. Et puis, vous choisissez... Oui, voilà, et après, vous tirez une pièce de monnaie pour savoir si je fais 1 ou moins 1, etc. Ça dépend juste de tout de ce qui précède juste, mais pas de l'histoire. Exactement. Ce sont les chaînes de Markov. C'est ça. Donc, d'un point de vue, théoriquement, c'est une chaîne de Markov sur le groupe. Et mu, c'est la loi initiale. Donc ça, c'est une discrétion, mais assez importante. Bon, il faut dire que les Gn plus 1 sont indépendants des Zn. Et G1 égale Gn plus 1 en loi. Et maintenant, on revient. Maintenant, je veux ça. Bon, un truc qui ressemble, j'ai un truc qui se passe au temps n-1, je veux savoir qu'est-ce qui se passe au temps n. En fait, c'est faux, ce n'est pas au temps n. Ce n'est pas un temps, c'est un temps, mais il est aléatoire. Donc, ça veut dire quoi au temps n-1 soit fini? Je suis revenu au moins n-1 fois, mais je ne sais pas quand. Et je veux là la proba que je revienne au moins n fois. Mais moi, je sais que je suis revenu au moins 5 fois et je veux savoir quelle est la probabilité de revenir 6e fois. Donc, c'est comme si c'est la probabilité de revenir une fois. Mais ça, c'est un résultat, c'est la même chose, mais les temps doivent être... Je suis comme si je suis en train d'appliquer ces propriétés, mais pas avec n. Avec qui? Avec taux n. Je veux appliquer le même esprit, mais avec des temps qui bougent suivant mon expérience. Et ça, c'est la propriété de Markov forte. Propriété de Markov forte, c'est la même chose que ça, c'est la propriété de Markov, mais avec des temps d'arrêt, avec des temps qui bougent.
Or, sachant taux n-1 fini, l'événement taux n fini est l'événement que la marche par temps au temps partant de l'origine au temps de n reviennent pour la première fois, reviennent en moins une fois en l'origine. Comme les taux n sont des temps d'arrêt, la propriété de Markov forte donne que, donc la probabilité que taux n finit, on a dit c'est la probabilité que taux n moins 1 finit. Bon, elle va donner ça. C'est juste la probabilité de revenir à l'origine une fois. Est-ce que je formalise plus? Bon, intuitivement, c'est ça. OK? Chaîne de Markov, tout ce qui se passe dépend de ce qui s'est passé avant, mais avec forte, c'est-à-dire avant et aléatoire, est un temps aléatoire, qui peut être très long, Et donc, la probabilité que taux est fini, c'était quoi? Taux n fini, c'était la proba que taux n moins 1 fini par taux fini. Et donc, par récurrence, j'obtiens que c'est la proba que taux fini à la puissance n. Ce qui montre le 1. Il me reste une demi-heure, c'est ça? Moins, c'est ça? 25. Oui. OK. Le 2, c'est avec la fonction de Green. On a presque tout fait. L'espérance de la variable, finalement, je termine Poilievre. Je suis en train de démontrer Poilievre, finalement. L'espérance de n, bon, peut-être je réécris la variable n. Donc n, c'est le nombre de retours en l'origine, mais c'est aussi le nombre de fois où mes temps sont finis. Un peu de réflexion dans ça. Fubini-Tonelli me donne or, ça j'avais déjà démontré, cet astérix me donne Pourquoi vous avez mis un indice là-bas à probabilité? Vous avez mis PE, le taux. Oui, désolé.
Pour le E, c'est partant de l'origine. Ça change Z0 égale E. Désolé. Bon, ça, c'est un peu, c'est trivial, mais c'est un peu astucieux. En général, ce n'est pas la preuve conforme, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, c'est fini avec Polya. Maintenant, faisons rigidité. Bon. Donc, je profite pour rigidité pour introduire la séance prochaine qui va être sur le critère de moyennabilité, le critère de Kesten, le critère de moyennabilité, dû à Kesten. C'est un critère probabiliste pour montrer les propriétés géométriques. Voilà. Donc c'est des outils avec des espaces de Hilbert, plutôt analytiques, analyse sur les groupes, facile, pour montrer la rigidité. OK? Donc, passons. Donc, si je veux diviser, ça c'est la section 1.2. 1.1, c'était Polya. 1.2, c'est rigidité. Rigidité, on parle de groupe récurrent, c'est-à-dire je change ma partie générale, je change les poids, ou bien même je change ma partie génératrice. Si ça engendre tout le groupe, ça a le même type de récurrence, donc on parle de groupe récurrent. Voilà. Donc tout va découler du définition. Je vais être plus forme de Dirichlet. Donc c'est des versions discrètes. Je ne sais pas comment qualifier de tout ce qui est gradient, forme de Dirichlet, gradient, en EDP, équation de la chaleur, tout ça. Donc, si j'ai une fonction du groupe dans R, donc on va travailler avec les fonctions. Donc la forme de Dirichlet est bien sûr mu est une, j'ai une marche aléatoire standard. Je vais pas. La forme de Dirichlet de ma fonction, c'est la somme pour xy dans G, p de xy, f de x moins f de y au carré. Je vais mettre un demi, après ça va être clair, mais ce n'est pas important. Bien sûr, ça peut être plus l'infini pour l'instant. Et le critère qui va donner le théorème de rigidité, après on va interpréter cette forme de Dirichlet comme une norme de gradient au carré, voilà. Mais c'est une définition. Ah, c'est qui P de XY, merci. C'est là où j'ai loupé la partie pédagogique. C'est la proba de passer de X à Y en une seule étape. Donc, partant de X d'aller à Y. Et donc, ça, c'est en termes de mu, c'est qui? Donc, sachant que je suis en X, pour passer à Y, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier par... Ouais, X, voilà, un truc comme ça. Donc, Z1, c'est Z0 par le premier incrément. Y, sachant Z0 égale X. Donc, toujours cette propriété de Markov, ça c'est X. Et donc, c'est la proba que G1 égale X moins 1 Y. Donc, c'est mu. C'est les probas de transition. Et ce qui était dans le critère de Polya, cette somme de probabilités, c'est aussi des sommes de probabilités de transition en n étapes. Voilà. Donc, si vous voulez, ça, c'est, pour nous, c'est mu de x moins 1 y. OK? Donc, en termes si on réfléchit en termes de graphe de Cayley, ça a des interprétations en electrical network que je ne maîtrise pas trop, donc je ne vais pas entrer. Le livre de Voss l'explique bien. Il y a une façon physique de comprendre ça. Comme je ne maîtrise pas, je ne vais pas expliquer. Mais c'est dans le livre de Voss. Mais
Donc, juste en termes dans le graphe de Cayley, quand est-ce que ces probas sont non nuls? C'est lorsqu'il y a une arête entre x et y, c'est tout. Voilà. Donc, je regarde toutes les arêtes, Ben, je regarde le poids de passer de x à y, qui est la proba de transition. Et bon, théorème de... Enfin, le vrai théorème, c'est le suivant. À votre avis, donc, j'ai un groupe de type fini, donc voilà, fini, symétrique. La symétrique, c'est important. Et mu proba à support S. Donc, alors, la marche aléatoire associée à mu est récurrente. Ça se lit sur la forme de Dirichlet. Les formes de Dirichlet sont grandes, okay, sont petites. Pardon. Donc, lymphe des formes de Dirichlet pour f de g dans R, f de E égale 1. Bon, et f à support fini, ça, c'est 0. Donc, transiente, ça veut dire quoi en termes de forme de Dirichlet? Donc, ça dit quoi en termes de forme de Dirichlet? Transiente, c'est-à-dire cet inf est strictement positif, c'est-à-dire il y a une constante qui est mineure, positive, qui minore toutes les formes de Dirichlet. OK? Et de là, donc ça c'est le vrai théorème qu'on va montrer. Je vais le noter théorème A. Ce théorème implique immédiatement un autre résultat, un résultat pratique de domination. Si vous avez nu et nu deux probas, donc nous on veut faire un théorème de rigidité, donc on va choisir deux probas à support fini symétrique sur G. Si la forme Dirichlet associée à mu domine celle de nu, alors mu récurrente implique nu récurrente. Donc ça, c'est le critère de domination. Si la forme, donc, si vous avez une forme de Dirichlet, donc la forme de Dirichlet, on récapitule. Bon, a priori, c'est une fonctionnelle. Bon, c'est un truc quadratique, c'est une norme, enfin, dont je peux théoriquement calculer à l'aide des probas de transition, à l'aide de mu. Et le critère, c'est que si la forme de Dirichlet de l'une domine l'autre, celle qui domine, et si celle qui domine est récurrente, l'autre est récurrente. OK? Et comment j'utilise ça? Donc là, déjà, ce théorème, il découle immédiatement de ce théorème. Donc, par conséquent, on a le parce que si mu est récurrente, l'inf de là est 0, donc l'inf de là est 0. Donc mu est récurrente. Donc,
je suppose une mu récurrente, donc il y a une suite de fonctions fn telles que leur forme de Dirichlet approche 0, donc il y a une suite, la même suite pour nu tend vers 0. Et donc, par l'autre équivalence du théorème, donc c'est clair. Donc là, la preuve, c'est immédiat du théorème A, mais comment je l'utilise pour montrer le théorème de rigidité, avant de montrer ce résultat. Ce qui m'importe dans ce résultat, c'est plutôt les techniques utilisées qui sont de L2. OK. Donc, comment on passe au théorème de rigidité? Il y a une conséquence immédiate qui n'est pas assez intéressante, mais conséquence immédiate, c'est si je fixe la même partie génératrice, mais je change les poids, directement j'ai une domination. Donc, corollaire déjà, rigidité faible. Si j'ai support de mu égale support de nu. Donc vraiment le même graphe de Cayley, mais transitions différentes. Différentes transitions. Alors j'ai le même type de récurrence pour les autres, pour tous. Pourquoi? Car, donc c'est quoi la forme de Dirichlet de mu? C'est la somme sur x, y des probas. Mais les probas se lisent sur mu. Or, j'ai supposé que mu et nu, vraiment, les plus ou moins 1, c'est les mêmes, juste les poids sont différents. Donc, lorsque mu de l'une est positive, l'autre est positif, et réciproquement. Or, ma support est fini. Donc là, j'utilise vraiment fini. Or, support de mu égale support de nu plus fini, ça me dit que mu de S sur nu de S, c'est plus grand qu'une constante. Et donc, directement, j'ai que la forme de Dirichlet de l'une est plus grande que C fois. Ça, c'est la conséquence immédiate que si je change les poids. Donc ça termine la preuve du corollaire rigidité faible. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour rigidité, la vraie rigidité? Il me reste... ou il ne me reste pas? 10 minutes, très bien. OK, donc comment on passe à la vraie rigidité? Donc à la vraie rigidité, c'est-à-dire j'ai deux parties génératrices de mon groupe différentes. L'idée, c'est de se ramener à ça. Comment? Donc maintenant, preuve de rigidité, du théorème de rigidité. J'ai support de mu égale support de nu, fini symétrique. Donc ça, je vais le noter S mu. Ça, c'est S mu. Pardon, ça, c'est le groupe engendré qui est le même. Pardon. Le groupe engendré par S mu, c'est le groupe engendré par S nu CG. Mais S nu n'est pas forcément S nu. Ça, c'est les parties génératrices. OK, fini. Symétrique. Bon, ça engendre le groupe. Le groupe est de type fini, ces parties sont finies. Tout élément de ma partie génératrice s'écrit comme un produit fini d'éléments de ça. Donc, c'est dans l'union ds puissance n pour n égale n à n0, où n0, donc ça c'est comme S nu est fini, et plutôt je vais changer l'ordre, comme ça, c'est pas grave, comme S nu est fini et S mu engendre G. Donc, tout élément de ma première partie génératrice s'écrit comme un produit fini. Bon, je veux me ramener
au corollaire faible. Je veux vraiment que je sois dans... ça, c'est clair, ça veut dire quoi? Ça, c'est les produits, c'est tous les produits possibles que je peux faire. Bon, par commodité, je vais supposer que ma partie génératrice contient 1, contient l'identité. Après, on verra qu'est-ce qui se passe. Donc, preuve de rigidité. Là, je vais supposer, étape 1, je suppose que 1 est dans mon partie génératrice. 1, c'est E. Je le note E. Donc, si je peux écrire tout élément de S nu comme produit de 5 éléments de S nu, je peux l'écrire comme un produit de 10 en ajoutant des 1. Donc, c'est ce qu'on appelle... Bon, je vais... Voilà, je laisse ça a un nom, mais je laisse après. Voilà. Donc, j'ai supposé ça, j'ai ça. Bah, maintenant, qu'est-ce que j'ai? Je veux appliquer le corollaire faible. Or, ça, ce n'est pas une partie génératrice de mon groupe. Mais S mu puissance N0, c'est tous les produits que je peux faire au temps N0. Donc, c'est une partie génératrice de qui? Du groupe, du groupe engendré par lui-même. Donc, ça, c'est S puissance mu N0, ou que je n'ai pas défini. Je n'ai pas compris pourquoi tu as dit que ce n'est pas une partie génératrice. Pardon, c'est une partie génératrice. Oui, c'est du groupe. C'est une partie génératrice du groupe, parce que tu as mis les deux. Oui, puisqu'il y a tous les produits. C'est une partie génératrice, oui, du groupe, désolé, c'est une partie génératrice du groupe, mais je ne peux pas encore utiliser le critère parce que c'était probabiliste, ça dépendait de la mesure. Pardon, c'est une partie génératrice du groupe, mais je ne peux pas encore utiliser parce que mon hypothèse, c'est que, disons, je vais supposer mu récurrente. Ça, c'est mon hypothèse. Mu récurrente, montrons que nu est récurrente. Voilà. OK? OK. Ou mu N0, c'est la loi de tous les produits que je peux faire jusqu'à N0. Je vais revenir à mu N0 la prochaine fois, mais donc, S nu, celle où je vais montrer récurrente, c'est incluse dans la partie génératrice initiale associée à la proba mu, mais à une certaine puissance. Par exemple, 2. Donc, S à la puissance 2, ça contient tous les produits possibles que je peux faire avec la partie initiale. OK? Donc, je mets tous les poids que j'obtiens. Et ça me fait une... Ça, je le vois maintenant, ça, je le vois comme un nouvel incrément. G'1. Donc là, est-ce qu'il ne faut pas faire intervenir le groupe des permutations là, de 1 à N0? Eh bien, quand je dis c'est la loi, donc oui, c'est-à-dire, si tu plus clairement, mu N0 d'un élément, c'est la proba que G1, Gn0 égale X, et là, c'est une somme, comme tu dis, c'est N0 somme. Oui, donc on a d'accord. Non, mais bon, l'ordre n'est pas très important. C'est pour dire que, puisque vous avez dit qu'on prend tous les produits possibles, donc c'est des G, sigma de 1, G, sigma de N0 ou sigma d'un élément de groupe. Mais en termes de proba, ça ne change pas d'écrire. Oui, ça ne change pas, c'est ça. Là, je le vois comme des variables aléatoires. On parle du même objet, c'est juste une terme de... OK. Pratiquement parlant, c'est quoi la marche aléatoire associée à mu N0? Donc, par le corollaire rigidité faible, il suffit de montrer que la marche associée à mu N0 est récurrente.
Donc, le corollaire faible vous dit que si vous avez S1 inclus dans S2 et la marche associée à mu1 récurrente, la marche associée à S2 récurrente, celle à nu est récurrente. Or, cette marche, c'est qui? C'est la marche initiale, mais au multiple de N0. Donc, si vous voulez, vous regardez la marche initiale, vous la coupez en des temps multiples de N0. Par exemple, N0 égale 2, vous coupez juste au temps pair. Donc, G1, G2, G1, G2, G3, G4, G1, G2. Voilà. Et donc, il faut un résultat intermédiaire que la récurrence d'une marche aléatoire, c'est la même chose que la récurrence d'une nouvelle marche aléatoire où je regroupe, si vous voulez, les blocs par des multiples. Donc, on conclut par, et là je termine là, donc la fois prochaine, je redéfinis les convolés, mais par le lemme. Si la marche associée à Zn est récurrente, la marche associée à N0N est récurrente, quel que soit N0. Donc ça, je répète, je rappelle, c'est le produit. Ça, c'est le produit juste, j'écris là, G'. Ça, c'est G'1, c'est des nouvelles incréments. C'est de loi mu N0. Ça, c'est de loi mu. Voilà. Bon, c'est bon, j'ai fini. Hein? Bah oui, enfin. Bon. Merci. Merci.